Le 2 mars 1943, une jeune fille de 17 ans, Annette de Thessalonique, montait dans un train, direction Auschwitz. À la même époque, un enfant de 4 ans, Daniel, séparé de ses parents, vivait caché dans une ferme du sud de la France. Un seul point commun les liait malgré la distance, ils étaient tous les deux juifs. 75 ans plus tard, un groupe d'élèves de 3e du collège Valérie de Nice prenait un avion affrété par le conseil départemental des Alpes-Maritimes, direction Cracovie, en Pologne. Objectif, découvrir les sites d'Auschwitz-Birkenau. Ce film est l'histoire d'une rencontre entre nous, les collégiens, et des passeurs de mémoire. Pour ne pas oublier, parce que le passé nous concerne. Pour que ce passé nourrisse notre présent et éclaire notre avenir. Pour rencontrer ces passeurs de mémoire, nous nous sommes réunis chaque semaine, afin de préparer au mieux les moments d'échange qui, nous ne le savions pas encore, allaient profondément nous marquer. Nous avons d'abord rencontré M. Goldinger, qui nous a expliqué l'importance du voyage de la mémoire pour le conseil départemental. D'accord. Et d'où vient l'idée de ce voyage organisé par le conseil départemental? C'est une idée qui a émergé en 2003 par le CRIF, qui est le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui à l'époque, pour préparer le 60e anniversaire de la libération des camps, une consigne avait été donnée au national à Paris de dire aux antennes régionales, ça serait bien que vous organisiez quelque chose d'un peu exceptionnel. Et la présidente du CRIF à l'époque, Martine Waknin, est venue voir le président du conseil départemental général à l'époque en lui disant voilà, on nous a demandé d'organiser quelque chose pour la libération des camps et j'aimerais bien qu'on organise un voyage à Auschwitz, qu'on envoie qu'on fasse un voyage avec des collégiens. Donc à peu près on est sur 550 jeunes qui montent là-bas à peu près. Les 4-5 premières années, j'avais cette boule ça m'oppressait à chaque fois que je passais cette porte que vous avez dû voir là où Annette a parlé que les trains rentrent à l'intérieur du camp maintenant. Donc on passe par là quand on arrive à Birkenau, c'est la première chose que vous ferez quand vous arriverez là-bas. J'ai toujours eu une espèce de boule qui m'oppressait. Si on commence par Birkenau dans un premier temps, c'est parce qu'il m'a semblé que la montée en puissance dans l'horreur était plus facile dans ce sens-là. Vous allez voir l'extermination sous forme de ruines sur un espace qui fait je crois que c'est 100 terrains de foot, c'est juste énorme. Et c'était du stockage de personnes qui allaient disparaître. Mais c'est pas très parlant en soi pour vous. Par contre, l'après-midi, là, vous allez vous prendre un gros coup sur la casquette parce que on peut plus nier. C'est plus un champ de ruines, là, c'est des objets, c'est des cheveux. Là, c'est vraiment il n'y a plus de doute, quoi, ça a bien existé. Donc on vous prépare un peu le matin, et puis l'après-midi, voilà, vous verrez vraiment des choses concrètes. Mais n'oubliez pas la restitution, c'est essentiel. Vous êtes entre guillemets les heureux élus, vous allez vivre quelque chose d'assez incroyable, mais n'oubliez pas la restitution, c'est très important pour vos familles déjà, dire ce que vous avez vécu, mais également pour vos camarades qui n'ont pas pu y aller, et puis pour tous les autres, quoi. Ça me permet de parler du prix Charles Gottlieb. Donc Charles était également un déporté qui est décédé il y a 2 ans et demi de ça et qui a fait un récit de vie d'ailleurs que vous avez dû avoir. Et on a décidé de créer un prix à son honneur, à sa mémoire pour récompenser les meilleures restitutions que les établissements scolaires pourront faire. Et qu'espérez-vous transmettre aux collégiens par cette expérience et ce voyage? Transmettre, c'est juste qu'on puisse arriver
à ensemble arriver. Bon, c'est un vœu pieux peut-être, mais que l'on puisse avoir un monde de paix un jour, quoi, mais qu'on puisse prendre conscience qu'il y a vraiment des ignominies qui ont pu se passer, qui continuent. Lors de notre seconde rencontre, nous avons fait la connaissance de Daniel Vancier, engagé pour la transmission de la mémoire de la Shoah aux générations futures. Un homme qui jour après jour rencontre des élèves dans les établissements scolaires pour transmettre son expérience d'enfant caché grâce à l'association Yad Vashem Côte d'Azur, dont il est le président. C'est avec des mots justes et une réelle émotion que nous avons échangé avec lui. On est arrêté le 16 juillet 1942 à 6 h du matin. Il y a des policiers français, des gendarmes français qui viennent taper à notre porte et qui nous disent « Prenez les paquets que vous pouvez, un peu à manger et descendez, on vous attend en bas dans un autocar. » On monte dans l'autocar, il y a des photos encore, c'est la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942. On monte dans l'autobus, ma mère, ma soeur et moi. Ma mère voit dans l'autobus, j'ai 4 ans, ma soeur a 8 ans. Et ma mère voit qu'il y a des enfants, il y a des personnes vieilles, il y a des personnes handicapées. Parce que c'est la première fois à Paris qu'il y a eu des rafles déjà avant, puisque au mois d'août il y a eu des rafles, mais, 41. Mais là c'est la première fois qu'on arrête des enfants, des vieillards, des femmes. Et ma mère pense à juste titre que c'est pas pour partir en vacances qu'on nous arrête. Et donc elle dit aux policiers qui nous gardent, j'ai oublié de prendre d'autres paquets. Le policier lui dit, va les chercher, dépêche-toi. Et ma mère a le réflexe de dire, j'ai beaucoup de paquets, il faut que les enfants m'accompagnent. Pourquoi les fermes? Parce que d'abord les fermes étaient, il n'y avait pas comme maintenant des routes goudronnées, c'était des chemins de terre. C'était souvent des endroits isolés. Et à cette époque-là, ceux qui nous pourchassaient, c'était soit les gendarmes, soit les policiers, et ils étaient soit la milice. La milice, c'est une force qui est ni la police, ni la gendarmerie, ni l'armée. C'est des gens qui n'obéissent qu'au chef de l'État. Dans tous les pays où il y a une dictature, comme au Chili, comme au Cambodge, il y a une milice. Et en plus, à cette époque-là, la milice, pourquoi ils nous cherchaient plus que les autres? Parce qu'ils touchaient de l'argent pour chaque juif arrêté. Alors pour un enfant, c'était pas trop cher, pour un adulte un peu plus cher, pour quelqu'un qui avait une autre fonction comme caméraman ou professeur, alors là, ça valait plus cher. Donc, les fermes, quand on était cachés dans les fermes, dès qu'on entendait une moto venir, ou le bruit d'un... Vous savez, une moto avec un siège à côté, c'est un sitcar, il fallait se cacher. Donc là, j'ai appris la peur. La peur parce que dès qu'on entendait une moto, il fallait se cacher, soit dans la grange, soit dans une cave, soit dans un petit bois qu'il y avait à côté. Dans le camp de Ritzalt, je me rappelle aussi du camp de Ritzalt, c'est tout ce qui m'avait frappé, c'était les chiens. C'était des chiens, il y avait des barbelés tout autour du camp, il y avait des chiens. Et jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai eu peur des chiens. Il y avait aussi des uniformes qui nous gardaient, c'était les gendarmes. Et jusqu'à aussi à peu près 20 ans, j'ai eu peur des uniformes. Et alors, quand on passait une douane, avant, pour aller en Italie par exemple ici, il y avait des policiers, il y avait des douaniers en uniforme. Et dès que je voyais un uniforme, je commençais à transpirer. Alors si j'étais avec d'autres personnes, les autres personnes passaient, moi on m'arrêtait. Dans une ferme, comme j'étais avec les enfants du fermier, on faisait des petits travaux. On donnait par exemple les épluchures aux cochons, on allait chercher les œufs dans les granges, on triait les pommes de terre, c'est normal, hein, il n'y a rien d'exceptionnel, comme les autres. Sauf que au moment des repas, les enfants des fermiers qui me gardaient, ils avaient davantage à manger que moi. Et ça, un enfant, il a du mal à comprendre qu'il a moins à manger que les autres. Il n'y a aucune raison. Si, la raison, c'est que j'étais caché, que j'avais moins que les autres. Ma mère est rentrée
aussi quelques semaines après. Elle est rentrée, elle était sortie du camp au mois d'octobre 1942 en disant « J'ai des enfants français qui sont nés en France, on l'a déclaré français ». Donc on l'a laissé sortir du camp parce qu'à cette époque-là, on ne déportait que les juifs étrangers. Et ça s'est joué à un mois près. Parce que au mois de novembre 1942, vous savez, il y a le journal officiel de toutes les lois qui paraissent en France. Et le journal officiel, c'est tous les décrets, toutes les lois. Et on a un journal officiel du mois de novembre-décembre 1942, où ma sœur, qui a 8 ans, moi qui ai 4 ans, on nous leur enlève la nationalité française parce qu'on peut être dangereux pour l'État français, 8 ans et 4 ans. Et entre les deux hommes, il y a un fantôme, quelqu'un qui pèse 30 kilos, les yeux qui lui sortent de la tête complètement, et on me dit c'est ton père. C'est pas un père, ça, il n'avait rien d'un être humain, pas du tout. Et c'était mon père. Et les premiers temps, il ne pouvait pas dormir dans un lit. Vous verrez, quand vous irez à Auschwitz, il y a encore un pavillon où il y a ce qu'on appelle les chalits. C'est des planches en bois. Elles sont larges comme ça, il dormait à 2 ou 3 là-dedans. Donc il dormait par terre. Si on mangeait un morceau de pain sur la table comme ça, et s'il y avait des miettes qui restaient un peu, quelques miettes, il regardait les miettes, il levait les yeux et regardait autour de lui s'il y avait quelqu'un qui le regardait, et vite il prenait les miettes, il les mettait dans sa poche. La nuit, il criait sans arrêt. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a vécu, mon père, et 3 semaines avant sa mort, il a vécu jusqu'à 88 ans, on lui fêtait 2 anniversaires, le jour où il était né, et puis le jour où il était revenu d'Auschwitz. Et quel a été votre premier souvenir en tant qu'enfant libre? L'école. L'école, c'est vraiment l'école. L'école, c'est quelque chose de formidable. On a la chance d'avoir une école où tout le monde, quelle que soit la couleur de sa peau, quelles que soient ses opinions, quelles que soient ses origines, on est tous pareils. Moi, c'est l'école qui m'a été apprendre à parler français. Autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'en 1933, l'Allemagne était le pays qui avait le plus de prix Nobel. C'était le pays où il y avait le plus d'écrivains, le plus de musiciens, le plus de peintres célèbres, le plus cultivé. Chez ces gens-là, il est arrivé l'idée complètement impensable de construire des usines. Normal. Mais pas des usines pour faire des meubles, pas des usines pour faire des vêtements, pas des usines pour construire des voitures, non. Des usines pour tuer le maximum de personnes, de femmes, d'hommes, d'enfants, le plus rapidement possible. C'est ce que vous verrez à Auschwitz. C'est complètement impensable, c'est complètement fou, c'est arrivé. Vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun mot, dans aucune langue, qui pouvait décrire cela. Ni en anglais, ni en espagnol, ni en français. Et il a fallu trouver un mot qui est maintenant dans le vocabulaire partout, la Shoah. La Shoah, ça veut dire en hébreu la catastrophe, ça veut dire l'anéantissement. Parce qu'il y avait un mot qui était Holocauste avant, mais Holocauste a un peu religieux, on livre à un Dieu. Non, là, s'il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait rien. Il y avait juste la Shoah, maintenant elle est rentrée dans le vocabulaire. Rester dans ce camp de concentration? En tout et pour tout, je suis restée 26 mois, c'est-à-dire 2 ans entre Birkenau et Auschwitz, et le reste c'était déjà la marche de la mort. J'étais à Ravensbrück, et de Ravensbrück j'étais à Marhof.
ça m'a fait que c'était 26 mois que j'étais, voilà. C'est-à-dire quand on est rentré, ils nous ont triés à la gare et ensuite il y avait un problème que les Allemands, il y avait un haut-parleur qui disait les personnes âgées, puis les vieux ou les enfants qui prennent les camions, puis comme ça, ils rentreront, ils ne feront pas, là, parce qu'avant, l'entrée les rails, c'était à Auschwitz, c'était une petite gare. C'est là, mais après, ils ont fait les rails de chemin de fer jusqu'à l'intérieur du camp. Alors, il dit, s'ils ne peuvent pas marcher, qu'ils prennent les camions, il y a des bâches de la Croix-Rouge, et puis une très grande partie des gens, ils sont partis directement, soi-disant, les cars de la Croix-Rouge. Et nous, on nous a triés. Comme j'ai dit, j'étais à la gare, j'étais presque en train d'y aller aussi avec ma mère dans le camion. Et puis que ma cousine, elle a appelé, et puis il y a un colosse qui est venu, et c'était le moment où je mettais le pied dans le camion, mais ma mère, elle l'avait déjà monté. Il m'a arraché de la main de ma mère, et c'est d'après ça, ça a commencé une vie pour moi. Vous aviez des proches quand vous êtes arrivé dans le camp? Comment? Vous aviez des proches en arrivant dans le camp? La plus proche, c'était ma cousine. Le reste, il n'y avait plus personne. Oh non, je savais pas. Parce que, je vous dis, en descendant de train, parce que c'était un train de chevaux, de bestiaux, eh ben, je n'ai plus revu mon frère, pas mes tantes, mon oncle. C'est seulement ma cousine qu'elle me cherchait. Et je suis rentrée avec elle dans les camps. Voilà, c'est tout. Et vous avez retrouvé des proches à votre libération ou pas du tout? À la libération, c'était... J'ai trouvé mon frère, donc il était à Auschwitz. Et puis au moment qu'il y a eu l'évacuation, le 18 janvier, et soi-disant, il m'a dit qu'il a rêvé plusieurs fois de ma mère, qu'il lui disait « ne bouge pas de là, ne bouge pas de là ». Et puis à ce moment-là, il y avait une partie des amis aussi, mon frère a dit « moi je ne vais pas, je reste ici ». Et il y a une très grande partie des jeunes qui sont restés avec lui. Et puis bon, ils ont fermé la porte de bloc. Et il y avait tout après dans le bloc, parce qu'il n'y avait plus personne. Ils ont pu avoir du pain et de couverture. Et puis après, ils sont rentrés dans le bloc et ils n'ont plus bougé. La marche de la mort, parce qu'il avait toujours besoin de la main-d'œuvre. Et puis, on voyait les avions russes et les avions allemands qui se tapaient dessus. On le voyait, hein, c'était la nuit, mais on voyait tout ce qui s'est passé. Et là, on a fait 6 jours à pied. Donc, il faisait moins 16, moins 15. Et puis, celui qui ne pouvait pas avancer, les Allemands, le 16, ils les tiraient et puis ils étaient morts. Il y a eu énormément, plus de 50%, ils sont morts comme ça. Dans les blocs, il y avait quand même un médecin qui a dit « toute femme enceinte, il faut venir me voir ». Alors parmi mon bloc, il y en avait 4 jeunes qui étaient peut-être enceintes de 2 ou 3 mois, pas plus. Eh bien, il s'est chargé de les avorter, carrément.
Comme ça, il disait, si on va la prendre pour le travail, elle ira travailler. Mais si on dit qu'elle est enceinte, elle devait passer automatiquement, elle devait aller au four crématoire. Les blocs, c'était au sous-sol, le deuxième et le troisième. Ceux qui étaient au sous-sol, qui étaient vraiment très inconscients, ils avaient des trous dans les fesses, rongés par des... C'était pas des souris, c'était des rats qui venaient et ils ne s'apercevaient même pas. Ils étaient déjà presque morts. Et puis il y avait plusieurs fois, je disais à la bloc, mais madame, elle n'est pas morte, dehors, dehors. C'est ça, le plus dur, c'était ça. C'était de voir tous ces gens, tous ces morts. Mes yeux, ils sont pleins. Dans les camps, il y a eu des moments où le four crématoire, il ne s'arrêtait pas. 24 heures sur 24, ça brûlait, ça brûlait. Alors, comme il n'y en avait pas de place pour les amener, pour les exterminer, en dehors du bloc, du camp, il y avait un bloc. On les enfermait là-dedans. Et moi, j'avais un bloc pas loin de ça. On attendait gémir, gémir, gémir. Et puis, à fur et à mesure, on ne les attendait plus parce qu'ils étaient à moitié morts. Et ils venaient, quand il y avait une petite place pour les exterminer, on venait les chercher. J'ai vu les camps des Gitans. C'était pas loin de ma baraque. C'était des gens qui étaient là, ils jouaient au ballon, il y avait les enfants, ils chantaient la musique. Et puis, quand j'allais au travail, le lendemain, ils n'étaient plus là. Ils étaient déjà envoyés comme les autres. Il y a Mengele qui s'occupait de... Dans les camps, il y avait une baraque, on mettait des papiers pour enfants, des lits pour enfants. Et puis, il y avait les jumeaux d'un côté et les nains de l'autre. Et quand ils avaient besoin, tous les matins, ces jumeaux, ils les prenaient deux par deux, ils les amenaient dans un camion, on lui faisait l'expérience toute la journée et on les faisait rentrer le soir, les nains aussi. Et pour vous dire, je n'ai jamais imaginé que je serais vivante, que je serais sortie vivante de cet enfer-là. Il était grand, il était bien. Eh bien, au bout de 3 mois, ils lui ont déjà enlevé un testicule parce qu'il était prêt dans un bloc pour faire des expériences. Est-ce que vous avez ressenti une sorte d'humiliation et comment l'avez-vous vécu? Comment? Est-ce que vous avez ressenti une sorte d'humiliation? Oh, l'humiliation, c'était tout de suite. Parce que quand on est arrivé, ils nous ont emmenés à la douche. Une fois qu'ils nous ont tatoués, ils nous ont emmenés à la douche. Non, d'abord, ils nous ont emmenés au bain, soi-disant. Ils nous ont rasés de partout, hein, les cheveux, partout, partout. Hein. Et après, il y avait une pièce où il y avait la douche. Et puis parfois, il y avait des SS qui mettaient de l'eau bouillante et nous, on criait. Après, ils mettaient l'eau froide, on criait. Ils s'amusaient comme ça. Et parce que ma cousine, c'était avec l'alphabet, c'était A. Quand elle m'a vue, et je l'ai vue, elle me dit, c'est toi? C'est là qu'on a été humiliés, c'est là qu'on n'était plus des êtres humains. On n'était plus des êtres humains. C'était fini.
Votre rencontre a été pour nous une réelle expérience. Vous nous aviez fait part, il y a 2 mois maintenant, de votre vie, de votre mémoire, de vos souvenirs et de votre ressenti bien des années après cette terrible époque. Une fois rendue sur les lieux, Madame Cabelli, je pense avoir compris. Je pense avoir compris vos paroles, que vous n'étiez jamais réellement sortie du camp, que vous n'avez jamais été libre, ou bien que vous n'avez jamais été heureuse. Comment se sentir libre après avoir été traité de la sorte ? Comment, soi-disant, réussir à oublier avec cette marque gravée dans votre peau, ou avec de tels souvenirs dans vos mémoires ? Le mot volonté vous est cher, Madame Cabelli. Il vous caractérise. Il démontre cette souffrance que vous avez endurée sur le camp et encore aujourd'hui. Un des tout premiers blocs dans lequel nous nous sommes rendus était celui des sanitaires hommes. Celui-ci m'a rapidement rappelé que pendant à peu près 1 an, vous aviez pour devoir de porter des seaux d'excréments sur 500 mètres tous les jours et toute la journée. J'ai essayé pendant la visite d'associer vos souvenirs à ce que je pouvais voir sur le moment même. Il était difficile de replacer vos paroles horrifiées sur les lieux. Nous avons beaucoup appris de vous, Madame Cabelli. On vous remercie grandement de nous avoir partagé votre histoire. Nous en sortons aujourd'hui tous grandis. Non, mais le pire, c'était les photos, parce que genre, on voyait ces personnes, c'était des photos de mariage, de naissance, etc. Et juste s'imaginer comment elles ont terminé, ça n'avait pas besoin de mots, en fait, d'images pour être terrible, juste ça, c'était dégoûtant. Le fait d'avoir vu tous ces objets, les chaussures, les cheveux, les valises et tout ça, c'est de se dire c'était des montagnes, il y en avait des, je sais pas combien, mais il y en avait beaucoup. Et de dire que derrière tout ça, derrière une paire de chaussures, il y avait une vie et que tout ça s'est résumé en une pile de chaussures ou en une pile de valises et de cheveux. Que veut dire que ces personnes-là, elles ont porté ces chaussures, elles avaient ces cheveux sur leur tête. Et de dire que tout ça, ça a existé. Je pense que ça a existé vraiment et peut-être qu'on n'a pas tous réalisé encore. Mais le fait d'être sur les lieux, on nous l'a raconté, oui, on nous a préparé, mais le fait d'être sur les lieux et d'avoir vraiment tout ça autour de nous, c'est fort quand même. C'est fort en émotion, ça fait bizarre. Il y avait aussi les photos des corps qu'on voyait parfois qui étaient maigres. On se demande comment ils peuvent vivre, c'est même plus... C'est des squelettes, quoi. Puis, ouais, le mur aussi, où ils se faisaient fusiller, je laisse ça. Plus on avançait en fait dans la journée, plus on sentait une atmosphère pesante. Et au début encore, voilà, pareil, à Birkono ça allait. Mais après, à Auschwitz, plus ça allait, plus il y avait d'émotions, plus c'était glauque. C'est dur à décrire. On a bien mangé? La soupe m'avait étonné, hein. Vous êtes rué dessus. Là. Les choux de Bruxelles. Monsieur nous a annoncé un restaurant. C'était un restaurant. Il nous a annoncé un restaurant, ouais. Et, tout. Et là on arrive, on nous sert une soupe. Le soupe, c'est la soupe. On avait besoin de ça pour attaquer l'après-midi quand même. L'écrasé de pommes de terre, il est pas bon, il y a la fourchette qui tourne dedans comme ça. Et le soir dans l'avion, la même chose, écrasé de pommes de terre, poulet. Et c'est pas l'écrasé, c'était juste sauté. Alors attention, moi je veux bien vous prévenir, il n'y a pas une façon de réagir. On ne doit pas se dire, mon Dieu, j'ai pas pleuré. Pourquoi je n'ai pas pleuré? Non, il n'y a pas de schéma. C'est pas parce qu'on va au Auschwitz qu'il faut soit être bouleversé pendant des semaines, soit être insensible. On a tous une émotion différente, une perception des choses. On n'a pas à culpabiliser. On parle de faits qui se sont passés il y a 70 ans. Maintenant, on a le droit d'être détaché. C'est pas non plus une visite. Bon, on peut être touché ou ne pas être touché, pleurer ou ne pas pleurer. En tout cas, je suis sûr que personne n'a été insensible à ce qu'il a vu. Après, qu'il n'y ait pas cette émotion à se mettre, à pleurer. Bon, après, certains, on est tous différents. Mais le but, c'est pas savoir si on a pleuré, si on n'a pas pleuré, si on avait la larme à l'œil. C'est qu'est-ce qu'on retient de tout ça. En fait, le seul problème, c'est qu'on n'a pas trouvé de ressenti par rapport à Auschwitz.
certes, ça m'a fait réaliser quelque chose. Plus réaliser, c'est vrai que c'est une expérience assez touchante. Mais je sais pas, même en voyant tout ça, même en m'expliquant, même en voyant tous les cheveux, les chaussures, les portraits, rien ressorti de particulier. J'avais pas en fait de ressenti. Tu culpabilises? Pas vraiment. Non. Plus touché parce qu'on a vraiment vu tous les objets, tout ce qui leur a appartenu et tout, de se dire que on était vraiment sur les lieux où ça s'est passé, où les choses elles ont été, et c'était il y a pas très longtemps. Enfin, moi je sais, j'ai encore de la famille qui est encore vivante, qui était déjà née, qui avait je sais pas 12 ans quand ça s'est passé, et pour moi c'était vraiment quelque chose à faire d'aller là-bas parce que je sais pas, c'était quelque chose à faire dans ma vie. Le matin, il y avait une dame qui était avec nous et je crois qu'elle avait perdu une personne de sa famille qui était venue justement à Auschwitz. Et ça, c'était dur parce qu'on la voyait pleurer en avançant dans le camp. Et l'après-midi, il y avait des salles où il y avait des photos et j'arrivais même pas à rentrer. Non, c'était dur. Je pense qu'en fait, j'ai pas vraiment réalisé. Même maintenant, je pense que j'ai toujours pas réalisé ce qui s'est passé. Et pour moi, au bout d'un moment, la génération qui a vécu ça va disparaître et ça peut très bien réapparaître, ce qui s'est passé, sous une autre forme, avec d'autres idées, etc. Et je me dis comment nous, on aurait vécu, parce que je pense que les 3/4 des gens qui sont là, ils n'auraient pas survécu. C'est horrible de dire ça, mais je pense que vraiment, on n'aurait pas... C'est voilà, c'est dur. Est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, une telle horreur puisse se reproduire? Les horreurs, il y en a partout. Hein. Mais enfin, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire des Juifs, ils ont été toujours persécutés. Toujours. Ben, j'espère que ça n'arrive plus jamais entre Juifs, chrétiens. Et puis, il faut pas être... Il faut être conscient, il faut être... Même s'il y a des gens qui vous racontent n'importe quoi, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'ils vous disent, pour ne pas être manipulé. Ben, écoutez, vous allez voir, tout ce que vous allez faire, c'est toujours très bien. J'admire qu'il y a encore de l'humanité, que vous pouvez partir et puis savoir l'histoire que c'est arrivé. Parce que je vais, comme je suis, comme je parle l'espagnol, c'est pour vous dire, en Espagne, j'étais déjà 3 fois pour témoigner. Parce que là-bas, le gouvernement, il ne fait rien. Il n'y a pas de cours comme vous en avez, vous, tous les ans. Là-bas, il n'y en a pas. Alors, pour ça, j'y vais, je témoigne là-bas, et je vais sûr que j'irai à la fin de l'année. La fin du mois, j'y vais. J'ai déjà été à Barcelone, à Madrid, à Séville, pour témoigner pour les jeunes. Et j'ai même eu des très jeunes que je ne voulais pas parler. J'ai dit, c'est pas possible, je ne peux pas. C'est tellement dur. Non, on m'a dit, madame, c'est ces enfants-là qui vont avoir plus la mémoire que les adultes. C'est pour ça qu'il faut plus jamais. C'est ça. J'espère que ça n'arrivera pas une autre fois. Enfin, on ne sait jamais. Maintenant qu'ils nous ont tout raconté, que faire de ces histoires? Que faire de ce que nous avons appris durant la visite? Que faire de tous ces souvenirs forgés lors du voyage, des interviews ou du travail? Le raconter, à notre tour. Nous ne l'avons certes pas vécu, mais nous savons. Nous devons à présent transmettre ce savoir
à notre entourage et aux générations futures, afin d'éviter ce qu'il fait si peur aux personnes ayant vécu cette tragédie. Des préjugés et des hostilités ont déclenché cette atrocité. Restez aux aguets au fil des années, pour éviter de recommencer, à exterminer des hommes par milliers, pour de simples idées qui sont opposées. Des préjugés et de la haine, le rejet et la mort d'une partie de la population. Fait-on seulement allusion au génocide de la Shoah? Ces mots ne décrivent-ils pas une situation actuelle? Il y a 70 ans, des personnes étaient torturées, exploitées ou assassinées. Aujourd'hui, hier ou demain, des migrants meurent, sont morts et mourront. Auriez-vous fait le lien? Vous seriez-vous rendu compte? Les gens emmenaient leurs affaires en pensant vivre normalement. J'ai appris que l'imagination est une qualité dangereuse. Voilà pourquoi, ce voyage de la mémoire, je le raconterai encore et encore. Marcher et entrer dans une chambre à gaz. Passer devant un four crématoire. Se tenir devant un mur où on exécutait, ou devant une potence. Se taire durant 1 minute pour penser aux victimes. Puis enfin, réaliser. Dans le crématoire, nous respirions là où des milliers de personnes y ont pris leur dernier souffle. On se déplaçait dans une sorte de petit village fantôme. J'ai senti une vague de tristesse m'envahir. Je comprenais tout ce que l'on pouvait m'expliquer, mais c'était comme si je n'y étais pas. Comme si ce que je voyais était un reportage, et mes yeux en étaient la caméra.